Bien, nous allons commencer. Mes chers collègues, pour clore cette semaine de travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous accueillons les représentants de syndicats représentatifs des enseignants du public. Monsieur Brice Castel et monsieur Éric Nicolet, secrétaires nationaux de la Fédération syndicale unitaire FSU. Madame Karine Fromont, secrétaire nationale en charge de la qualité de vie et des conditions de travail du syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes SE-UNSA, et Madame Caroline Briot, référente nationale des personnels d'éducation. Monsieur Christophe Lalande, secrétaire fédéral de la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture, de la formation professionnelle Force ouvrière, FNEC-FP-FO, Monsieur Christophe Bonnet, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail CFDT, éducation, formation, recherche publique, et Monsieur Laurent Kaufmann, secrétaire fédéral. Monsieur Xavier Périnet-Marquet, membre du bureau national et de la commission premier degré du syndicat national des lycéens, des lycées, collèges, écoles et du supérieur SNALC. Monsieur Ange Fernandez et Madame Marion Jasseron de la Fédération solidaire unitaire et démocratique Sud Éducation. Et j'ai fait le tour. Comme vous le savez, nous essayons de comprendre comment, concrètement, d'éventuels mauvais traitements dont les élèves seraient victimes de la part d'adultes présents au sein des établissements seraient traités et quelles mesures sont prises en termes de prévention. Nous avons prévu d'entendre également les représentants syndicaux des personnels de direction et d'inspection, ainsi que les différents personnels de l'enseignement privé par la suite. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle y sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions-réponses. Je commencerai à poser quelques questions et les rapporteurs, M. Paul Vanier et Mme Violette Spilbou, poseront aussi leurs questions. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter un par un à lever la main droite et à dire « je le jure » en appuyant sur le micro et en éteignant ensuite votre micro. Monsieur Castel, si vous voulez bien commencer. Je le jure. 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 Je vous remercie. Alors, pour commencer, une question. Comment vos organisations ont-elles vécu l'affaire Betaram? Se sont-elles saisies en interne des problématiques soulevées? Et si oui, de quelle façon? Monsieur Nicolet, allez-y. Oui, alors tout d'abord, pour précision, vous savez que la FSU est en effet la première fédération syndicale de l'éducation. Nous représentons donc ici l'ensemble des métiers, l'ensemble des personnels. Mais pour précision, nous sommes, M. Castel, assistant social, et moi-même, inspecteur de l'éducation nationale. Ce que nous souhaitons exprimer tout d'abord par rapport à cette affaire Betaram, c'est la nécessité de reconnaître que les récentes révélations de violences en milieu scolaire, et principalement dans les établissements privés sous contrat comme Betaram, sont révélatrices de la défaillance de l'État en matière de contrôle de ces établissements. Il est temps que l'État reconnaisse qu'il n'a pas su assurer la protection des victimes pendant toutes ces années, et il est urgent de mettre en œuvre une politique déterminée d'éradication de ces violences, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques et sexuelles, et bien sûr d'en assurer la prévention. Alors, ces situations peuvent se produire dans tous les établissements. Nous n'en sommes pas à l'abri dans les établissements publics, mais cela reste heureusement des cas isolés, des cas qui sont traités, même si leur traitement, on le verra sans doute tout à l'heure, n'est pas sans poser de difficultés. Mais force est de constater que sans les incriminer,
sans incriminer tous les établissements privés sous contrat, bien sûr, ce sont dans ces établissements privés confessionnels que se concentrent les pratiques, des pratiques soi-disant éducatives qui sont fondées sur la coercition ou parfois sur les sévices. Oui, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, c'est Madame Fromont. Allez-y. Oui, comme vous le savez, l'UNSA Éducation aussi regroupe l'ensemble des personnels. Ma collègue ici qui est référent vie scolaire et moi-même enseignante. Donc on voulait aussi élargir un petit peu le débat et pas n'évoquer que le cas des enseignants par rapport à cette problématique qui nous est chère. Et ce qu'on voulait dire, c'est que ce problème d'actualité, on n'a pas attendu l'actualité pour s'en soucier au niveau de l'UNSA. On travaille déjà avec le CNAL sur ces sujets depuis déjà très longtemps. Et ça montre, comme vient de nous dire le collègue de la FSU, l'importance que nous avons toujours accordée au contrôle de ces établissements privés. Je vous remercie, monsieur le rapporteur ou madame la rapporteure. Allez-y, monsieur Bonnet. Oui, allez-y. Si vous voulez, on peut faire dans l'ordre, monsieur Lalande. Voilà, juste lever la main si c'est possible, comme ça, on fait comme ça. Alors, comment ça marche? Ouais. Je suis désolé, je vais peut-être, je pense, un peu plus long en propos introductif, si le temps n'est pas trop limité. Alors, comme on a réagi à la question de Betaram, il y a bien sûr les faits, il y a bien sûr l'exigence que la question soit traitée au niveau de la justice. On s'est étonné quand même, après 112 plaintes, qu'il y ait aussi peu de réactions. Et on se demande comment une affaire pareille a pu durer autant de temps. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette question. La justice fera son travail, puisque de nombreuses vérifications avaient été faites, des rapports indiquant que tout était positif. Après 112 plaintes, c'est quand même un petit peu étonnant. Mais je voudrais centrer mon propos sur la question du financement. La question du financement des écoles privées sous contrat. La question qui se pose, c'est combien de Betaram, combien d'établissements privés dans lesquels des pratiques plus que douteuses ont lieu, sont financés par l'argent public et par nos impôts. Moi, je rappelle que chaque année, c'est entre 12 milliards et 15 milliards de fonds publics qui sont détournés pour financer l'école privée qui est à 95% catholique, dans lequel, de par la libre administration de ces écoles, des propos sont tenus. Selon l'Express, par exemple, il était indiqué à Stanislas que tomber enceinte après un viol est un cadeau de Dieu. Donc ce sont des choses qui existent dans ce type d'enseignement. Et de notre point de vue, on trouve un petit peu étrange l'amalgame qu'il peut y avoir entre un enseignement catholique, privé, et un enseignement public avec des personnels sous statut. Donc nous, on considère qu'il y a quand même deux choses différentes. Le caractère propre des établissements privés catholiques implique un certain nombre de fonctionnements et la question du contrôle se pose. Mais il se pose aussi également, et il est dommage que dans notre délégation, on voulait également venir avec un inspecteur de l'éducation nationale, on nous a dit que ce n'était pas possible aujourd'hui. Il vous aurait dit combien les décisions prises par Madame Borne, Madame la ministre Borne, de demander aux inspecteurs de l'éducation nationale d'aller contrôler les établissements privés, surchargent leurs conditions de travail, se fait au détriment de leur mission essentielle qui est avant tout le contrôle, mais aussi l'aide et le soutien aux équipes des écoles publiques et des établissements publics. Et donc il y a une vraie question sur qui doit exercer ces missions de contrôle, pourquoi,
Et je conclurai, pour en revenir au financement, sur ce qui est pour nous notre ADN, à force ouvrière, notre position traditionnelle, c'est que pour en finir avec, peut-être pas en finir, mais en tout cas réduire le développement, y compris très volontariste, je ne vais pas être trop long, mais je pourrais citer Parcoursup pour développer l'enseignement privé supérieur, la loi Blanquer qui a permis de financer l'école maternelle privée, tous les cadeaux qui sont faits pour renforcer l'école privée au détriment de l'école publique, eh bien, il faudrait en revenir à avant les lois Debré, fonds publics pour l'école publique, fonds privés pour l'école privée. Voilà, merci. Je vous remercie. On va passer à la CFDT. Auparavant, j'aimerais quand même rappeler qu'on est en commission d'enquête, qu'on a des questions précises. Donc on vous écoute, hein, ça, bien sûr, mais c'est bien. Enfin, il va falloir aussi tenter de répondre aux questions qui sont un peu, qui vont arriver et qui vont être très précises. Je vous rappelle quand même aussi l'angle du sujet. Le sujet, c'est vraiment le contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires. Pour la CFDT, Monsieur Bonnet. Oui, voilà, on n'a pas prévu de refaire le débat de la loi Debré ce matin. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet. Il me semble qu'en plus la Commission a un agenda particulièrement chargé ces derniers jours. Un simple rappel hein, pour d'où on parle. À la CFDT, on a 2 fédérations. Une fédération, donc éducation, formation, recherche publique, syndiquant l'ensemble du système éducatif public, et une fédération de la formation et de l'enseignement privé, que vous recevrez probablement dans une audition future. Alors, cependant, la réception de cette affaire, alors qui n'est pas isolée, puisqu'il y a eu aussi dans le même département d'ailleurs un conflit assez sérieux sur une école de Pau et son interprétation assez large du caractère propre. C'est l'occasion justement, en accord entre nos 2 fédérations, de questionner les limites du caractère propre. Alors certes, qu'il y a un caractère quasi constitutionnel, bon, qui est quand même très alors, trop peut-être, ce sera mon voisin protégé par l'édifice législatif, mais dont l'interprétation pose question au regard de la question du contrôle. Et on le voit hein, autour des débats sur l'éducation de la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui n'est pas sans lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, la difficulté à faire entendre que le caractère propre n'emporte pas tout. Mais c'est aussi des sujets que vous aurez à traiter avec nos collègues du privé. De notre côté, c'est quand même l'occasion de s'interroger aussi sur notre propre partie du système éducatif, sur le système public, où des problèmes peuvent exister, et de s'interroger sur quels outils sont mis en place et surtout comment on outille les collègues qui seraient face à des situations comme ça, pour actionner les bons leviers, pour savoir quels leviers actionner, pour avoir un certain degré de confiance sur le fait que actionner ces leviers a un effet, et pour être formé également à la détection de ce genre de situation. On sait que la formation continue des enseignants est dans une situation catastrophique dans tous les degrés. Voilà, c'était là-dessus que je souhaitais. Je vous remercie. Monsieur Périnet-Marquet pour la SNALC. Oui, merci. Alors, est-ce qu'on est surpris? Non. À cette hauteur-là, oui. Voilà. Nous, on n'avait pas connaissance de faits aussi graves. Est-ce que ça peut arriver aussi dans le public? Oui. Mais la différence, et ça a été dit, c'est le caractère propre des établissements qui fait une grosse différence, puisque dans le public, les enseignants, et pas que les enseignants, les personnels sont fonctionnaires et donc sont contrôlés de manière beaucoup plus importante que dans le privé. C'est là quand même une différence extrêmement importante, ce qui ne veut pas dire que le public ne peut pas vivre des situations qui sont inacceptables. Voilà, pour répondre à votre première question. Je vous remercie. Madame Fernandez ou Madame Jasseron pour le Sud. Oui, alors nous, à Sud Éducation, ça fait plusieurs années qu'on s'interroge sur les droits des enfants et sur les violences qui leur sont faites. C'est un sujet dont on se saisit de plus en plus. Les révélations de l'affaire Betaram, ça nous a à la fois complètement indignés, comme l'ensemble de la société, et ça a renforcé notre volonté de travailler sur ces questions-là, et notamment avec le SUNDEP, qui est le syndicat de l'enseignement privé au sein de l'Union syndicale solidaire.
Après, parmi les réflexions qu'on a eues sur ce qui s'est passé à Betaram, et pas que à Betaram, parce que voilà, d'autres instituts ont été pointés ces derniers temps, c'est que déjà dans un premier temps, en effet, il y a une spécificité de l'enseignement privé qui, pour nous, est quand même des institutions où il va y avoir un enseignement, une éducation assez réactionnaire, traditionnaliste, qui peut être aussi le terreau d'une diffusion d'une culture d'extrême droite qui renie les droits des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve extrêmement dangereux et extrêmement inquiétant. Et on sait que ces établissements scolaires ont déjà été pointés, notamment par le rapport de la SIAS, qui a révélé que de nombreuses violences sexuelles avaient été commises dans ces établissements scolaires. Après, on s'est aussi interrogé sur la question de savoir si c'est spécifique à l'enseignement privé ou pas. À notre sens, en effet, il y a moins de faits de violences sexuelles qui sont médiatisés, mais le fait qu'elles soient moins médiatisées, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un système et qu'il n'y a pas au sein du ministère une prise en charge ou plutôt une non prise en charge qui participe à invisibiliser ces violences sexuelles sur les enfants et ces violences physiques ou morales qui ont lieu aussi au sein des établissements privés. S'il y a une omerta sur les violences sexuelles de manière générale dans la société et en particulier sur les enfants, il n'y a absolument aucune raison que le ministère échappe à cette omerta et à ce système-là. Il y a la culture de l'inceste, la culture du viol qui existe dans notre société et ça traverse aussi les écoles de la même manière. Pour rappel, la CIVIS a quand même dit que 10% des témoignages concernant des violences sur des faits de pédocriminalité avaient lieu dans les institutions et 3 personnes sur 10 disaient que ces violences avaient lieu dans des instituts scolaires et il est difficile de croire que c'est que des établissements privés. De la même manière, le collectif féministe contre le viol avait fait un rapport qui pointait, lorsqu'il y avait une ligne d'écoute faite justement par rapport aux travaux de la CIVIS, sur les faits de pédocriminalité, le CFCV avait expliqué que les enseignants étaient la 3e profession la plus représentée parmi les professions d'agresseurs présumés. Donc il y a un problème en effet de l'enseignement privé, mais il y a aussi un problème général de prise en charge des violences qui sont faites sur les enfants par le ministère et une forme d'invisibilisation de ces violences. Je vous remercie, Madame la rapporteure, c'est à vous. Il faut éteindre. Voilà. Oui, merci pour ce premier tour de table. Concernant le rôle que vous avez, vous, syndicat, dans l'action lorsqu'il y a des signalements ou des affaires qui sont révélées au sein d'un établissement, je vais vous poser quelques questions précises sur l'action des syndicats. Est-ce que vous avez un service juridique dédié qui intervient sur les sujets de violence faites aux enfants par un adulte ayant autorité, puisque c'est le cadre de notre commission d'enquête. On ne traite pas le sujet du harcèlement scolaire ou de la violence entre élèves. Est-ce que, par exemple, lorsqu'il y a des parents qui révèlent des faits ou qui viennent se plaindre au chef d'établissement ou un enseignant qui vient révéler des faits qui seraient commis par un autre enseignant, est-ce qu'il s'adresse à vous ou si vous en avez connaissance? Et dans ce cas-là, quelles sont les actions auprès de l'administration, employeur, ministère, DAZEN, à quel niveau agissez-vous ou avez-vous eu à agir? Et sur le plan judiciaire, avez-vous aussi un protocole d'action ou des actions déjà menées, que ce soit des articles 40, se porter partie civile, voilà. Donc sur le plan administratif comme judiciaire, quel est le rôle de votre syndicat et quelles actions avez-vous déjà entreprises? Merci. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, pour la FSU, moi, je vais faire une réponse assez générale, mais parce qu'on est organisé avec des syndicats nationaux, donc en fait, chaque syndicat national, même s'il y a une convergence dans le fonctionnement, peut avoir son propre fonctionnement spécifique. Néanmoins, oui, on a dans un certain nombre de syndicats nationaux des cellules juridiques qui permettent d'apporter un éclairage sur la réglementation. Le sujet central, il est celui d'être sollicité, notamment par des personnels, essentiellement des enseignants, mais pas que, lorsqu'ils ont connaissance de situations et qu'ils ne savent pas comment agir, parce que le sujet il est posé
essentiellement là-dessus, sur ces questions-là. C'est une difficulté qui est relevée à plusieurs reprises et ils sont un peu démunis pour savoir comment agir avec ça. Et là, nos sections, soit académiques, enfin locales, interviennent en soutien pour les aiguiller sur les interlocuteurs vers lesquels se tourner pour pouvoir faire remonter les situations. Et lorsque c'est nécessaire, on a des exemples où, notamment sur la question de l'accompagnement des personnels qui ont pu recueillir la parole des élèves ou identifier des problématiques de violence, qui sont laissés un petit peu tout seuls dans la nature par l'institution, sans accompagnement autour des conséquences que ça peut avoir aussi à titre personnel, où là on peut intervenir pour solliciter des unités qui existent de prise en charge, par exemple, au niveau de l'accompagnement psychologique, pour qu'il puisse y avoir un accompagnement de ces personnels. Là, on est sur le versant effectivement uniquement de l'accompagnement des personnels qui sont un peu des lanceurs d'alerte. Après, sur la question de aiguiller vers les interlocuteurs pour faire remonter les faits, faire en sorte qu'ils s'arrêtent et protéger les victimes, là, on intervient, nous, sous forme de conseil, d'une part, en aiguillant vers les procédures qui existent, et d'autre part, quand c'est nécessaire, en pouvant faire remonter, quand c'est quelque chose de plus systémique, par exemple, au sein d'un établissement, et qu'on voit qu'il n'y a pas de prise en charge de la situation par l'institution, on intervient à notre niveau en tant que représentant du personnel pour pointer du doigt la difficulté, la faire remonter au niveau des autorités de l'éducation nationale et s'assurer qu'il y ait une prise en compte des éléments qui sont remontés. Dans le cas de votre syndicat, le conseil, le courrier pour faire remonter aux autorités dans la démarche administrative, pas de démarche judiciaire à votre niveau? Alors, je laisserai M. Nicolet compléter si nécessaire. Moi, à mon niveau, j'en ai pas connaissance. Après, c'est à mon niveau uniquement, donc je ne vais pas vous répondre plus loin. En effet, il n'y a pas de démarche judiciaire de la part des premiers alertés, des enseignants, des CPE, des assistants sociaux, des infirmières. Ensuite, je dirais, c'est une réflexion que nous avons en écoutant finalement chacun de nos métiers, en échangeant entre nous. Nous nous disons que chacun se demande ce que devient son alerte lorsqu'il a été amené à en poser une. L'alerte est faite à l'inspecteur de circonscription qui, en fonction de la gravité des faits, va soit intervenir directement, soit lui aussi alerter le DAZEN. Et chacun se demande finalement comment a été traité, ce qu'est devenu cette alerte, parce que très rarement, nous avons des retours de ces alertes. Pour l'UNSA. Oui, on rejoint nos collègues, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'accompagnement, mais aussi dans la formation à distinguer aussi les procédures qui puissent exister auprès de nos collègues. Donc on a une phase on va dire de prévention qui est davantage axée sur comment je peux activer une procédure, distinguer par exemple une information préoccupante d'un signalement au procureur, ce genre de choses, pour que nos collègues puissent vraiment connaître la démarche précise et l'action qui correspond aussi, parce que c'est parfois difficile par rapport à ça. On a aussi des actions de prévention pour expliquer aussi aux collègues la capacité de réorienter, parce qu'on n'est pas toujours en mesure de pouvoir faire ce qu'il faut au moment opportun. Comment fonctionne par rapport à la voie hiérarchique, je pense qu'on va l'aborder par la suite. Donc on a toute cette partie-là, et après on a l'accompagnement psychologique, où on va aussi aider les collègues à absorber le côté émotionnel de ce que ça peut impliquer. Donc on est plutôt dans cette phase-là que dans la phase judiciaire. Est-ce que vous appelleriez ça de la formation des enseignants ou de l'information? Je vais dire un autre mot, je vais dire de la sensibilisation. Parce que la formation, il faudrait aller beaucoup plus loin, en beaucoup plus de temps. L'information, ce n'est pas que ça, parce que ce n'est pas juste donner quelque chose, mais bien d'expliquer davantage. On pourrait peut-être même parler d'acculturation. Et est-ce que c'est un peu systématisé pour votre syndicat? Oui, dans un cadre plus global, par rapport aussi aux atteintes à la laïcité, par exemple, où c'est dans un autre cadre, mais on va aller vers ces formations sur différentes thématiques et les procédures qui découlent de tout ce qui peut intervenir par rapport à ça dans le cadre de nos métiers.
Merci. Pour Force ouvrière. Oui. Alors, pour le coup, je vais être rapide, même si je considère que sur la question précédente, j'étais parfaitement dans le sujet. Donc, pour nous, le syndicat n'a pas vocation à se substituer à la chaîne hiérarchique. Nous sommes fonctionnaires d'État. Nous avons une obligation de révéler, d'intervenir lorsqu'il y a bien évidemment de la maltraitance qui est constatée, et en premier lieu saisir notre hiérarchie pour qu'elle agisse, soit en portant plainte au pénal, soit en intervenant de manière disciplinaire vis-à-vis des personnels. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le sujet, et c'est bien ce qui nous différencie aussi de l'enseignement privé, où justement les moyens d'action sont beaucoup plus flous, et au risque d'être insistant, je redirais que je n'ai pas connaissance dans le public d'une affaire dans laquelle il y a eu 112 plaintes et où il n'y a eu aucune réaction. Alors, juste pour compléter, vous en référez à votre hiérarchie. Donc, est-ce que vous pouvez faire un article 40 directement, donc, sans passer par la hiérarchie, ou en passant par la hiérarchie, mais en vous-même, vous portant partie civile dans une affaire et en déposant plainte? Vous parlez au nom de notre organisation syndicale ou à titre personnel? Alors, vous dites, pour votre organisation syndicale, on doit en référer à la hiérarchie. Donc, pour votre organisation syndicale, est-ce qu'il y a un autre... J'ai dit, en tant que fonctionnaire d'État, nous avons obligation de... D'accord, mais aujourd'hui, vous parlez pour FO. On est d'accord? Oui, d'accord, mais je vous dis, il n'y a pas de sujet syndical sur cette question. Notre syndicat n'a pas vocation à intervenir pour dénoncer telle ou telle affaire. C'est notre travail de fonctionnaire d'État et le travail de la hiérarchie d'intervenir pour, on va dire, protéger les élèves qui sont sous notre responsabilité. Oui, mais votre syndicat... on défend le statut, voilà, forme et on défend sensibilise cette situation. Des enseignants syndiqués et non syndiqués d'ailleurs. Et dans cette sensibilisation, est-ce que vous amenez aussi le sujet de l'enseignant qui, par exemple, remonterait une information à la hiérarchie, mais qui trouverait un autre canal aussi pour remonter une information qui est grave, pour un fait grave? Je ne vois pas quel autre canal. Notre tâche de fonctionnaire d'État... Il y a la justice. Non. C'est-à-dire que si dans une classe, un élève fait une révélation gravissime à un adulte, quel que soit l'adulte, il est fonctionnaire, oui, il est enseignant, oui, mais avant tout, c'est un adulte, c'est un citoyen français. Il y a un autre mode que uniquement d'en appeler à la hiérarchie, dans la société. Mais bon, c'est une question. Ma réponse, c'est que c'est bien de la responsabilité de toute l'éducation nationale de protéger les élèves. C'est le statut qui veut ça. C'est notre statut de fonctionnaire d'État qui prévoit toutes les contre-mesures pour empêcher ce type de fonctionnement. Et globalement, dans l'enseignement public, je n'ai pas constaté de multiplication de ce type de cas. Voilà. Très bien, je vous remercie. La CFDT. Oui, alors c'est en tant que responsable du pôle juridique fédéral que j'ai été envoyé par ma fédération pour la représenter avec mon collègue. On n'a pas eu la situation de cas ne s'est pas présentée, qu'on ait directement en tant qu'organisation syndicale à nous porter partie civile ou à faire directement un article 40. On est plutôt dans l'accompagnement, dans la formation, l'accompagnement des collègues. Alors il nous arrive assez rarement d'être sollicité par des collègues dans ce genre de situation, peut-être trop rarement d'ailleurs. Il faut peut-être qu'on dise plus à nos adhérents, à nos militants, qu'on peut aussi être une ressource dans ce genre de situation. On a eu des sollicitations qui sont souvent dans le premier degré, parce que dans le premier degré, il y a vraiment la structuration du premier degré finalement enchevêtre les solitudes, finalement superpose les solitudes des collègues et les rend les fait qu'ils n'ont parfois pas d'idée de comment procéder. Ils ne connaissent pas la porte à laquelle frapper. Que ce soit d'ailleurs au niveau des professeurs d'école ou éventuellement au niveau des inspecteurs de circo qui peuvent se retrouver eux-mêmes en situation d'isolement dans cette tâche. Donc on est plutôt dans ce conseil, dans cet accompagnement. Éventuellement
notamment dans une tâche de si les portes ne s'ouvrent pas, de frapper un peu plus fort à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre dans la chaîne hiérarchique, et effectivement, puisque la simple construction statutaire ne suffit pas à faire que ça fonctionne. Hein. On n'a pas cette foi dans les textes. Donc voilà, on joue ce rôle de facilitateur et éventuellement de lanceur d'alerte, certes, mais au niveau plus informel, de s'assurer que le signalement soit traité. Mais ça pourrait se présenter. Hein. Je peux tout à fait imaginer des situations où, pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos adhérents, parce que c'est notre mission en tant que syndicat, parmi les intérêts moraux des adhérents, il peut y avoir dénoncer des situations inacceptables et s'assurer que la justice avance. Donc, c'est une situation qui ne s'est pas présentée, mais qui n'est pas exclue. Je vous remercie. Le SNALC. Merci. Alors, pour répondre à aux 3 questions, oui, on a une cellule juridique. Elle n'est pas dédiée spécifiquement aux violences sexuelles ou volontaires ou aux violences sur les élèves. Elle est sur toutes les questions réglementaires ou juridiques que les collègues peuvent se poser, qui sont nombreuses. On y reviendra peut-être plus tard parce qu'il y a quand même un défaut de formation initiale et continue sur tout ce qui est juridique, on va dire au sens très très large. Je peux en parler un tout petit peu puisque je suis membre de cette cellule. Est-ce que des parents nous révèlent des faits? Moi, j'ai jamais eu ce cas de figure. On a eu des cas de figure, par exemple, de personnel d'une AESH qui nous dit « j'ai observé quelque chose dans la classe en primaire, j'estime qu'il y a un abus de la part de l'enseignante. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Voilà. Donc ça rejoint ce qu'ont pu dire certains collègues sur le conseil et la formation. Est-ce que sur le plan judiciaire, on a déjà fait un signalement au titre de l'article 40? Non. Mais alors, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le technique, puisqu'on a d'un côté l'article 40 du Code de procédure pénale, mais les processus internes à l'administration, en particulier à l'éducation nationale, impliquent la loyauté. Donc, on a déjà eu des collègues qui ont été sanctionnés sur le plan... du comportement pour déloyauté parce qu'ils avaient commis l'erreur de faire directement un signalement auprès du parquet sur la base de l'article 40 sans en avoir référé d'abord à la hiérarchie. Et effectivement, la voie normale, c'est on signale d'abord à l'IEN dans le premier degré et au chef d'établissement dans le second degré. Et uniquement, le conseil qu'on peut donner, c'est si on constate au bout de 10 ou 15 jours qu'il ne s'est rien passé, là on peut dire aux collègues, vous pouvez faire un signalement. Des collègues qui ont fait directement ce signalement se sont fait lourdement taper sur les doigts au motif de la déloyauté envers l'institution et le respect du principe hiérarchique. Donc dans le public, on n'a pas la spécificité du privé, néanmoins on a quand même un certain nombre de choses, pas que sur les violences aux élèves, y compris sur les personnels ou les personnels entre eux, qui peuvent passer à la trappe et qui d'ailleurs ne peuvent pas passer à la trappe parce qu'il y a ce principe de loyauté envers l'institution. Et les collègues se restreignent parfois ou se freinent dans certains signalements parce que d'abord c'est complexe, ils ne sont pas formés à ça, et ensuite ils se disent ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, si je n'ai pas de preuves, est-ce que ça ne va pas se retourner contre moi? Alors la réponse c'est oui, ça peut se retourner parce que le collègue qui a vu quelque chose qui malheureusement, on va lui dire la matérialité des faits n'est pas établie, voilà, il n'y a pas d'infraction légale, donc après ça reste parole contre parole, bon ben boum, vous avez bavé sur quelqu'un, il y a un risque qu'on vous tape dessus. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on est obligé de prendre avec des pincettes, vraiment, et d'être très prudent dans les conseils qu'on fait aux collègues. Par ailleurs, normalement, on ne va pas faire directement un article 40, nous, même si effectivement, tout délit ou crime dont on a connaissance, on doit le signaler. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Sud Éducation. Alors à Sud Éducation, on est organisé par des syndicats départementaux réunis dans une fédération. Et au niveau fédéral, on a des mandatés juridiques qui peuvent accompagner les militants et militantes des départements, les équipes syndicales des départements. On a aussi une commission anti-sexisme, droits des personnes LGBTQIA+, et une cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles, avec des personnes qui sont formées à l'écoute de la parole des victimes notamment, et qui peuvent conseiller les équipes syndicales. On organise également des formations en interne ouvertes à l'ensemble des adhérents et adhérentes qui sont axées sur les violences sexistes et sexuelles, notamment sur l'écoute de la parole des victimes, sur les violences faites aux enfants. Et enfin, on a aussi du matériel syndical, donc des brochures, des tracts sur les violences sexistes et sexuelles au travail, mais aussi sur les droits des enfants, avec des ressources pour que les équipes syndicales puissent accompagner les personnes qui en font la demande. Et pour répondre à votre question sur est-ce qu'on suit ou pas des situations, on a tous les mois des remontées des syndicats départementaux qui nous font état quand même de violences sexuelles ou physiques sur des enfants. Donc c'est quelque chose qu'on prend en charge à Sud Éducation. On accompagne
nos adhérents, mais pas que nos adhérents, hein, des collègues qui parfois se tournent vers nous pour nous demander des conseils. Plusieurs départements ont suivi des affaires de violences physiques ou sexuelles réalisées par des adultes sur des enfants. On intervient à différents niveaux. On intervient à la fois pour aider les personnes, que ce soit des témoins, même des victimes. Je pense notamment dans un cas où c'était une ancienne élève qui s'est tournée vers un de ses anciens enseignants pour faire état de violences qu'elle avait subies. Donc pour accompagner ces victimes, faire des signalements auprès de la hiérarchie. On intervient aussi parfois auprès de la hiérarchie pour rappeler les obligations. Enfin, l'obligation justement de faire un article 40, de faire un signalement de fait établissement. Et puis on intervient aussi parfois auprès des ressources humaines pour demander que certains agresseurs présumés soient suspendus en fait, hein, parce qu'il faut quand même protéger les enfants et que voilà. Et on a déjà aussi demandé des enquêtes administratives ou des procédures disciplinaires dans certains cas. Juste pour spécifier, l'article 40, l'article 40 ne se substitue absolument pas à un signalement, à un fait établissement, à un article 40. Alors, il y a certains de nos adhérents et de nos militants et militantes qui ont pu, en effet, faire des articles 40 à titre de témoins ou à titre de personnel des établissements. On a pu accompagner des personnes pour pouvoir le faire, mais en fait, en réalité, c'est le fonctionnaire qui avant des violences qui doit faire cet article 40. Et un article 40 ne se substitue pas, mais peut-être qu'on en reparlera après, à une information préoccupante. Une information préoccupante, on est préoccupé quand on a vent de violence, on n'est plus dans la préoccupation. Et donc, c'est à la justice de prendre en charge ces faits-là. Et pour finir, et pour aller dans le sens des autres syndicats, on défend aussi des lanceurs et des lanceuses d'alerte, et je rejoins un certain nombre de choses qui ont déjà été dites sur le fait que aujourd'hui, les personnes qui parlent au sein de l'Éducation nationale subissent une répression assez forte, à la fois de la part de la hiérarchie, de l'administration. Voilà, enfin, c'est quelque chose. Enfin, il y a quand même. On reviendra peut-être sur des situations en particulier, mais il y a quand même des personnels qui ont été mutés dans l'intérêt du service quand ils ont défendu des situations de violence sur des enfants. Enfin, il y a des personnes qui sont en arrêt maladie après des situations quand même terribles, personnes qui ont quitté l'Éducation nationale. Donc voilà, on est dans une situation où en effet on est obligé de suivre les situations dans leur globalité. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. On est, je crois, au cœur du sujet grâce à vos différentes interventions, et autant on a le sentiment que tous vos syndicats, vos syndiqués et les personnels que vous accompagnez se saisissent du signalement dans le cadre de la procédure administrative à la voie hiérarchique, autant la question du signalement à travers l'article 40 à la justice semble, à l'exception de ce que vous nous avez indiqué du côté de Sud Éducation, quelque chose qui paraît, mais c'est la question invite à d'éventuelles précisions, ne pas être pratiqué par les enseignants. Pourquoi? Est-ce par manque de formation, d'information, ou est-ce par crainte du conflit de loyauté qui a été évoqué, de la perspective d'une potentielle répression? C'est ça que nous aimerions que vous explicitiez maintenant, car l'article 40 est une obligation qui est faite à tous les fonctionnaires. Et le fait de signaler à la hiérarchie est absolument nécessaire, mais ne suffit pas. En principe, la justice aussi doit être saisie, y compris pour, et j'aimerais aussi que vous reveniez là-dessus, puisque vous avez évoqué parfois qu'il peut y avoir des phénomènes systémiques et des chefs d'établissement dont on peut avoir le sentiment qui bloquent la remontée au niveau supérieur, et que là, comme organisation syndicale, dans le cadre de différentes instances, vous êtes en capacité d'interpeller le niveau du dessus. Et comment ça se passe? Quelle réponse est-ce que vous avez aussi dans ces procédures administratives qui permettent de franchir un échelon dans la chaîne de remontée des signalements? Donc peut-être mieux les décrire, ces chaînes de remontée. Et du côté de la procédure judiciaire, comment voyez-vous les choses et comment cette position de lanceur d'alerte qui peut être celle de certains enseignants est-elle redoutée et les expose-t-elle éventuellement à des risques professionnels? Pour la FSU, allez-y. Merci. Alors, plusieurs choses dans ce que vous mettez sur la table. Il y a effectivement la question de l'enseignant qui va être dépositaire de la parole d'un élève ou qui va repérer des éléments effectivement inquiétants. Et après, ce qui joue, c'est à notre sens à plusieurs niveaux. C'est d'une part, est-ce que l'enseignant est formé ou sait quoi en faire
une fois qu'il recueille cette parole, parce qu'évidemment que dans l'immense majorité des situations, l'enseignant qui recueille cette parole est bien conscient qu'il faut agir. La question, c'est comment on agit, comment on est en capacité aussi de s'extraire de cette notion de secret parfois qui est confiée par l'élève quand il se confie et dans la relation élève-enseignant qui peut parfois être un frein. Nous, ce qu'on porte, c'est la dimension aussi de la nécessité d'avoir un étayage par les professionnels autour des enseignants au sein des établissements. Alors là, j'ai ma casquette d'assistant social, donc c'est forcément facile parce que c'est quelque chose qui est au cœur de mes missions, mais vous n'êtes pas les seuls professionnels, hein. Il y a aussi les infirmières, la vie scolaire, il y a un certain nombre d'éléments. Et bien souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a l'article 40, il y a les signalements protection de l'enfance, soit au parquet, soit à la CRIP. Là, ça dépend des situations, évidemment. La difficulté, elle est d'une part de connaître ces procédures et de savoir qu'on peut, voire même qu'on est tenu de signaler des faits quand ils sont recueillis. Et la deuxième chose, c'est effectivement cette question de voie hiérarchique, puisque on est dans une institution où, de fait, il est compliqué de pouvoir transmettre un signalement, un article 40, sans en référer à sa hiérarchie et avec toutes les incidences que ça peut avoir dans un certain nombre de situations. Et c'est là qu'on remet la question des équipes pluriprofessionnelles. Alors, ce que nous, on appelle les équipes pluriprofessionnelles, c'est à savoir la question de vie scolaire, assistante sociale, infirmière, psychologue de l'éducation nationale, grosso modo, médecin scolaire, mais, et là, notamment les services sociaux de l'éducation nationale qui, eux, au sein, quand ils sont dans les établissements, n'ont pas de lien hiérarchique avec le chef d'établissement, puisque ce sont des personnels qui sont directement rattachés au DS2N, et surtout qui sont habilités à transmettre, de par leur mission et leur formation, directement des écrits au parquet et à la CRIB quand c'est nécessaire, et qui connaissent ces procédures. Donc, il y a un accompagnement qui peut être fait par cette équipe pluriprofessionnelle au niveau des enseignants lorsqu'ils sont dépositaires, qu'ils ont des éléments à faire remonter, pour expliquer aussi quelles sont les procédures au niveau de l'interne, au sein des établissements scolaires. Et nous, ça nous paraît essentiel qu'il puisse y avoir cet étayage autour, en complément d'une formation qui serait nécessaire pour aussi à la fois... Alors la formation, je vais le faire très vite, mais à la fois la formation sur comment repérer les signaux faibles, les signaux forts sur un élève qui ne va pas bien et pourquoi et qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut conduire, mais aussi sur la démarche à tenir une fois qu'on repère ces éléments. Néanmoins, on est convaincu qu'il y a besoin de ces professionnels autour, dont c'est la mission, qui sont formés, des personnels qui sont formés sur ces questions-là spécifiquement et qui ont aussi le lien avec le parquet, avec la CRIP, de façon à pouvoir faciliter les remontées d'informations. Après, sur la question je vais l'appeler comme ça, du blocage éventuel des signalements, des articles 40, de ce qui peut arriver. Évidemment que ça arrive. Moi, pour illustrer, quand j'ai commencé ma carrière, quand on envoyait en tant qu'assistante sociale un signalement protection d'enfance au parquet en direct, on pouvait le faire en direct. On envoyait une copie au niveau de la DS2N, mais on était habilité à faire. De plus en plus, on constate qu'on nous demande de l'envoyer d'abord à la DS2N pour qu'il y ait un filtre avant envoi au parquet. Donc, c'est bien souvent, c'est un protocole mis en place par la direction académique, donc sous l'autorité du DAZEN, et qui demande à ce que ça remonte d'abord au niveau de la DS2N. Alors ça remontait toujours au niveau de la DS2N auparavant, simplement, auparavant on pouvait, alors ça existe encore dans plein d'endroits, mais auparavant on envoyait en copie, mais on était détenteur puisqu'on était responsable de notre écrit et de ce qu'on envoyait, donc on était détenteur de la chose, donc on prenait nos responsabilités, on envoyait quand on devait que c'était nécessaire. Aujourd'hui, moi j'ai connaissance de certaines académies, certains départements où il y a demande que ça passe d'abord par la DS2N et que la DS2N fasse le choix de transmettre au parquet ou pas. Monsieur Castel, est-ce que vous auriez des exemples d'instructions écrites de ce type que vous pourriez transmettre à notre commission d'enquête, d'instructions qui viennent du niveau académique ou du niveau du DAZEN et qui demandent au personnel de ne pas transmettre systématiquement au procureur de la République et de passer systématiquement d'abord par le filtre de l'inspection académique? Alors, j'ai l'instruction, en tout cas, j'ai un compte-rendu d'une réunion de service sur lequel la demande est expressément faite au niveau du service social en faveur des élèves. Et effectivement, c'est dans un lieu où on a vu ces dernières années des signalements à l'égard de comportements liés à des violences sur élèves de la part de personnel qui ont été bloqués au niveau de la direction académique et qui n'ont pas permis sur le moment d'alerter comme il le faudrait. Merci. Pour l'UNSA, c'est à vous.
Oui, au niveau de l'article 40, c'est surtout de la formation dont on a besoin. C'est-à-dire que les enseignants n'ont pas forcément connaissance des procédures, de ce qu'il faut faire, de comment on peut faire. Et aussi, quand vous disiez par rapport à la pression hiérarchique, il y a surtout la pression de la notoriété des structures scolaires qui s'interroge, où on va dire « êtes-vous sûr ?» Et cette mise en doute est des fois difficile pour les collègues de leur faire reposer la pression de la notoriété de la structure si jamais ils parlent. Donc, selon nous, c'est davantage sur cette pression-là et de la visibilité à l'extérieur que ça va poser question. Et justement, cette mise en doute, du fait aussi on ne l'a pas évoqué, mais de dénonciations qui sont avérées, pas avérées, et comment on traite ce qui n'est pas avéré pour aussi permettre à des enfants de parler parce qu'ils n'oseraient plus, parce qu'il y a eu des situations qui ont été évoquées, qui n'ont pas été forcément vérifiées, qui fait qu'on va passer à côté de quelque chose. Je pense qu'il faut s'en soucier aussi de ce qui se passe par rapport à ça et aussi de ce qui se passe par rapport à une personne incriminée aussi. Au niveau de la diffusion d'informations et de la capacité à pouvoir justement signaler davantage, les équipes pluridisciplinaires sont pour nous un rouage essentiel. C'est-à-dire qu'on a aussi autour de nous des personnels formés, assistants sociaux, infirmières, médecins scolaires, qui permettent justement d'aider en direct, de partager la parole et aussi peut-être de voir ce qu'on est susceptible de dire ou pas. Mais la question pour nous, c'est que ces personnels formés sont de moins en moins présents dans nos établissements. Et donc, ces personnes qu'on pourrait dire ressources, qui vont pouvoir guider quelqu'un qui vient de recevoir la parole d'un enfant, sont de plus en plus difficiles à trouver, parce qu'ils vont par mots et par mots et sont de moins en moins présents dans les établissements. Et donc ça, c'est aussi un frein à la lutte contre cette problématique. Merci. Madame Briot, allez-y, vous voulez rajouter? Oui, juste un petit mot. En fait, finalement, ce que vient de dire ma collègue, c'est une question de temps, en fait. Et il faut que les collègues qui vont être amenés à devoir traiter ces situations puissent les traiter dans un temps serein et pas dans un temps contraint. Et c'est vrai que souvent, on empile les situations à gérer dans une journée. Et quand on traite une situation, finalement, on est en train de se dire déjà, je vais devoir traiter celle-ci, celle-ci, celle-ci après. Et c'est pas serein en fait. Donc c'est vraiment le temps qui joue. Merci. Pour Force ouvrière. Oui. Donc, vous nous interrogez sur le rôle de nos organisations syndicales sur le sujet. Lorsque nous sommes saisis par des personnels, qu'ils soient aidants ou non, sur des situations de ce type, lorsqu'ils ont constaté des violences, le conseil qu'on va leur donner, c'est déjà d'établir les faits. C'est encore une fois, de saisir la hiérarchie parce que c'est de la responsabilité de la hiérarchie d'agir. C'est à la hiérarchie aussi, de notre point de vue, d'indiquer au personnel est-ce qu'ils doivent témoigner, est-ce qu'ils doivent saisir l'article 40 auquel vous faites référence ou non. Mais on va aussi être extrêmement vigilant à la protection des personnels. Témoigner, on va dire... intervenir en justice contre un autre personnel ou peut-être même un supérieur hiérarchique ou que sais-je, ça peut exposer. Et donc dans ce cas-là, on va demander aussi disposition particulière de la fonction publique qui est la protection fonctionnelle des personnels et que la hiérarchie, l'éducation nationale se substitue aussi au personnel lorsqu'ils agissent en ce sens. Après, le rôle de notre organisation syndicale va aussi être de suivre la situation, l'évolution de la situation, et notre interlocuteur, à partir du moment où la hiérarchie est saisie, va devenir le chef de service, que ce soit l'inspecteur d'académie, que ce soit le recteur ou ses services par délégation. Donc on va agir à ce niveau-là. Mais la relation individuelle pour nous, peut exposer les personnages et on y est toujours extrêmement vigilant. Voilà. Après, ça c'est évidemment, encore une fois, un fonctionnement du public.
Dans le privé, il peut y avoir d'autres logiques aussi avec des principes de clientélisme qui sont plus difficiles à décrypter et sur lesquels il peut être parfois plus difficile d'agir. Merci pour la CFDT. Oui, alors, il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression qu'on a, et c'est aussi ce qu'on entend des collègues, il n'y a pas vraiment de culture de l'article 40 dans notre secteur de la fonction publique. C'est un constat qu'on peut faire collectivement, et de sa portée. Et là, c'est aussi une question, ça a été soulevé par les autres organisations, d'explication. D'explication à la fois des possibilités et des devoirs. Par contre, ça a été mentionné tout à l'heure par la collègue de Sud, il y a un outil qui est utilisé, c'est les informations préoccupantes. Notamment pas que, mais dans le premier degré où les collègues sont, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus isolés. Il n'y a pas d'établissement déjà, donc non seulement il n'y a pas d'équipe d'établissement, mais il n'y a pas d'établissement. Sont moins outillés, ils savent qu'ils ont cet outil, quand ils ont un sujet de préoccupation sur le bien-être d'un enfant, il y a cette courroie de transmission qui existe. Alors comme c'est une préoccupation, c'est aussi un degré moins fort de nécessité perçue par l'agent d'établir les faits, qui peut-être facilite sa parole, facilite cette transmission. Et je vais peut-être laisser la parole à mon camarade pour la situation dans le second degré. On est au cœur quand même ici du statut de la parole de l'élève dans notre institution, globalement. Et nous, on a plutôt axé sur le public. Et il y a quand même des évolutions, mais on reste quand même... C'est une question générale qui doit se poser. Parce qu'ensuite, quand des élèves... Enfin, les chiffres de la Civise le montrent, le nombre d'élèves... Maintenant, on a des données statistiques. On sait que des élèves qui subissent des violences en milieu familial et ou en milieu scolaire, on en a un pourcentage dans toutes les classes. Donc ensuite, il y a ce qui a été dit par les collègues. Enfin, des procédures, elles existent. Il nous manque le temps dans les établissements pour les faire connaître par l'ensemble des acteurs. Et il y a un déficit de formation initiale et de formation continue sur le sujet. On est aujourd'hui recruté comme enseignant, on passe des concours, on a une maîtrise disciplinaire, c'est absolument indispensable, mais on va être au contact d'élèves et il n'y a pas de formation de base au développement psychologique normal de l'enfant. Et si on connaît le développement psychologique normal, sans être un psychologue, on peut découvrir des signaux qui nous alertent ou ensuite mettre en place des processus dans les établissements scolaires où on est en capacité de recueillir la parole des élèves et de les orienter vers les professionnels qui sont là. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, les équipes pluridisciplinaires, elles sont en déficit. Je pense qu'il y a très peu d'établissements où il y a tous les personnels qui pourraient prendre en charge ça. Mais la culture juridique et l'appareil législatif, il existe. Ensuite, derrière, il y a le temps pour organiser ça. On organise une pré-rentrée dans un établissement scolaire du second degré, collège-lycée, sur une journée. Et donc, évidemment, c'est très compliqué. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi à avoir ça en tête. Et les systèmes éducatifs, si on élargit la focale, qui progressent, sont ceux qui prennent en compte la parole de l'usager. Et cet aspect-là, puisque on sait aujourd'hui que c'est un fait de société, de grand nombre d'enfants qui sont victimes de violences, et l'école et le périéducatif accueillent 100% d'une classe d'âge. Donc il y a des endroits où on peut effectivement faire des choses. Merci, le SNALC. Alors je rejoins bien sûr ce qui a été dit sur la formation, sur les équipes pluridisciplinaires. Il peut y avoir de la censure de la part des collègues qui ont peur des conséquences. Il y a beaucoup de collègues qui ne savent de toute façon pas du tout ce que c'est que l'article 40 du Code de procédure pénale, ni ce que c'est exactement qu'une IP. Alors j'ai un très bon exemple, puisque j'ai reçu hier la circulaire départementale chez moi, qui a été écrite en collaboration avec le parquet de Poitiers, Jeanne Poitiers, qui est extrêmement bien faite. Je suppose, quitte à être un peu critique, que ça vient quand même beaucoup plus du substitut du procureur qui s'est investi dans ces missions. Donc là, pour le coup, on a une circulaire avec une fiche technique, les rappels des textes, la différence entre les IP, l'article 40, etc. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit fait dans tous les départements de France. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'il est rappelé ce qui est la réalité, ce qui est normal, mais il est rappelé que pour une information préoccupante, il faut prévenir les parents. Dans le premier degré, les parents, on les voit 2 fois par jour ou 4 fois par jour.
les collègues, ils ont parfois des signaux qui sont des signaux faibles, qui ne sont pas des certitudes absolues, et ils peuvent hésiter à signaler des choses parce qu'effectivement, ils peuvent se tromper aussi. Ça arrive, on peut accuser des gens parfois de se tromper, et ils ont les parents tous les jours face à eux. Et des collègues qui font des IP et qui derrière reçoivent des menaces ou des violences, on en a un paquet aussi. Et des collègues qui font des IP sans qu'il ne se passe jamais rien derrière, où ils apprennent parfois, quand l'élève est en 3e, que finalement, il s'est passé quelque chose, le gamin qu'ils avaient signalé en CE1, en 3e, il s'est passé quelque chose, ça décourage. Et tous les enseignants dans le premier degré ont fait des IP dans leur carrière, je pense quasiment tous, même sans être dans des zones particulièrement difficiles, et ont fait des IP quelque part pour rien. Et c'est un côté aussi décourageant, c'est-à-dire il y a le risque vis-à-vis de la hiérarchie, il y a un risque vis-à-vis des parents, et puis il y a aussi à quoi bon remplir des papiers. On a 3 IP dans l'année, il ne se passe jamais rien. On a malheureusement dans les faits divers des situations de parents qui changent de département, puisque l'ASE est départementale, les CRIP sont départementales. On a des parents qui savent déménager chaque année, on réinitialise les compteurs, il n'y a pas de communication entre les institutions, et on a des cas où chaque école a signalé, et malgré 5 ou 6 IP, il ne s'est jamais rien passé jusqu'à la mort de l'enfant. Je pense à la petite Marina dans les Pays de la Loire. Donc les collègues, parfois, ils sont aussi découragés en se disant on fait des IP, il n'y a pas de médecin scolaire, l'infirmière, elle court sur 4000 élèves. À quoi bon? Surtout que derrière, je risque d'avoir le père qui va venir me voir à la sortie pour une conversation peut-être pas très sympathique. Donc ça peut quand même être un frein. Et dans la circulaire que j'ai reçue hier, il est bien précisé, même pour l'article 40, que sauf en cas de suspicion de violence sexuelle ou physique grave sur l'enfant, il faut quand même prévenir les parents, c'est pas que pour l'IP. Donc ça, les collègues, ils se disent, attendez, j'ai une gamine qui me dit que peut-être quelqu'un me touche, il faut que je prévienne les parents. On a quand même des familles parfois qui sont un petit peu en difficulté au niveau relationnel ou avec la violence. Les collègues, ça peut drôlement les inquiéter. Alors, on ne va pas parler de la protection fonctionnelle, ce n'est pas le sujet du jour, mais nos collègues sont parfois, particulièrement dans le premier degré, laissés très seuls avec ça. Voilà. Merci. Pour Sud Éducation. Les personnels, que ce soit enseignants... Attendez. Madame Jasseron, il faut éteindre votre micro. Ah, pardon, voilà. Allez-y, Madame Fernandez. Alors, les personnels, que ce soit les personnels enseignants ou non enseignants, y compris en contact d'élèves, c'est-à-dire les assistants d'éducation, dans le secondaire ou alors les AESH, ne disposent pas de formation ou de matériel, comme ça a été déjà évoqué plus tôt, pour pouvoir correctement signaler les situations de violence commises sur les élèves. Donc, souvent, la prise en charge de ces faits est laissée à la responsabilité des chefs d'établissement ou directeurs, directrices d'école, et qui sont souvent pas nécessairement mieux formés. Et de plus, on pourrait ajouter aux difficultés le manque de personnels médico-sociaux dans les établissements qui dépossèdent les équipes en les privant de personnels qui sont, pour le coup, formés à la prise en charge des situations. Merci, Madame la rapporteure. Oui. Madame Jasseron, allez-y. Oui, juste pour compléter, en effet, comme les autres syndicats l'ont dit, il y a souvent une prise en charge par les hiérarchies des informations préoccupantes et des articles 40. Et dans les dossiers qu'on a pu suivre, on se rend compte aussi, et ça c'est vraiment un énorme souci, c'est que les hiérarchies et les administrations ne connaissent pas les obligations et parfois ne connaissent pas le code pénal sur les violences excités sexuelles. Il y a déjà eu des situations de proviseurs qui ne savent pas la définition du viol, qui ne savent pas la définition de l'agression sexuelle ou de l'abus d'autorité. Donc du coup, en fait, il y a une désinformation, même au sein des établissements scolaires, auprès des personnels, auprès parfois des victimes, c'est-à-dire des victimes qui vont venir parler, et des personnels qui vont en fait les désinformer, à la fois sur ce qu'elles ont vécu, et à la fois sur leurs droits. Je voulais aussi dire que, alors je ne sais pas si on y reviendra par la suite, mais une fois qu'il y a un article 40 qui est réalisé, parce qu'un article 40, il y a différentes manières de le faire, et un article 40 et une IP, c'est deux choses différentes, parce que c'est deux ministères différents, c'est deux types de personnels différents. Les IP, ce sont des personnels sociaux qui prennent en charge, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un article 40. Mais lorsque des signalements sont faits, souvent l'administration, elle se défausse en se disant que le travail est fait, et donc du coup, il n'y a pas besoin en fait derrière de faire quoi que ce soit. Et on sait que en fait, la plupart des affaires sont classées sans suite. Et voilà. Donc du coup, il y a aussi des problèmes une fois que les signalements sont faits, mais peut-être qu'on reviendra dessus après.
Merci. On est vraiment au cœur des sujets de la commission d'enquête et du fonctionnement ou du dysfonctionnement de tous ces signalements. On a eu notre attention attirée, et vous le renforcez, sur le sujet des suivis et des retours, parce que quand on fait des choses et qu'on prend du temps pour faire des choses en responsabilité citoyenne, syndicale, d'enseignants, et qu'on a zéro retour, c'est extrêmement décourageant sur l'ensemble du système. Donc ça va faire partie, bien sûr, de nos propositions. Une petite parenthèse sur l'ensemble des documents que vous avez au sein de vos syndicats, de documents d'échange de courrier liés à ce sujet des copies des informations préoccupantes ou des articles 40, ou le protocole de Poitiers qui a été donc inspiré par un substitut du procureur qui évoque ce sujet de la copie aux parents. Tout ce qui sera des exemples concrets pour nous, pour à la fois les vérifier lors des auditions suivantes, donc assez rapidement. On va entendre le ministère de la Justice, donc on va pouvoir affiner des choses, à la fois sur ce qui est obligatoire ou pas, les bonnes pratiques, et puis faire des recommandations. On est très très preneur de vos documents, y compris internes, de formation, de sensibilisation liées aux informations préoccupantes et au suivi des signalements. Sur ces informations préoccupantes, une petite précision, peut-être pas tous les syndicats, en fonction de ce que vous voulez répondre. Est-ce que pour vous, ce ne sont que les travailleurs sociaux et les personnes formées plutôt de l'environnement médico-social des encadrants et des enseignants qui remplissent une IP, ou est-ce qu'un enseignant remplit une IP? Est-ce que pour vous, les conditions de qui remplit une IP sont extrêmement claires, et comment on remplit une IP et à qui on l'envoie? Vous signalez que dans certains cas, il y a des IP, beaucoup d'enseignants qui ont fait des IP, d'autres disent que ce n'est pas aux enseignants de les faire. Donc est-ce que pour vous, tout ça est extrêmement clair, ou est-ce que ça mérite un travail de précision par circulaire, par protocole qu'il faudrait mettre en place? Oui, Monsieur Castel, allez-y. Après, Monsieur Kaufmann. Moi, je ferai un distinguo déjà entre le premier degré et le second degré, puisque on a évoqué les équipes pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, on les appelle différemment, mais c'est la même chose, et notamment le service social scolaire. Et la réalité aujourd'hui, c'est que dans le premier degré, de fait, il n'y a pas d'équipe pluriprofessionnelle, il y a très peu de services sociaux, pour ainsi dire, presque pas du tout même. Les infirmières scolaires sont aussi peu présentes, un peu plus, mais à la marge. Et donc effectivement, on se retrouve avec des enseignants qui sont souvent tout seuls avec ces sujets-là. Et quand il s'agit de transmettre une information préoccupante ou un signalement, alors, a été évoquée effectivement la question de l'information aux familles, qui est une vraie question, particulièrement dans le premier degré, où les enseignants rencontrent les parents plusieurs fois par jour et où c'est extrêmement compliqué parfois de pouvoir informer des modalités, et ce sont des entretiens quand on informe une famille, qu'on transmet un signalement parce que l'enfant a révélé des faits de violence sexuelle. Ce sont des entretiens qui sont difficiles à mener, et donc ça demande aussi d'avoir un étayage et un accompagnement, mais surtout pour nous c'est important qu'il puisse y avoir cette équipe pluriprofessionnelle autour, justement pour pouvoir accompagner dans la question des IP. Pour ce qui concerne justement spécifiquement qui écrit, qui n'écrit pas. Alors, je suis normand, je vais faire une réponse de normand. Ça dépend. Plus sérieusement, il y a évidemment qu'il y a des personnels dont qui sont spécialisés sur ces questions et dont on va solliciter spécifiquement sur des situations. Après, souvent, les IP, de plus en plus, quand on a le temps et qu'on a une équipe suffisante, peuvent être écrits à plusieurs mains. C'est-à-dire qu'on a d'une part la partie recueil de la parole de l'élève, et là c'est la personne, le professionnel qui a recueilli la parole qui peut écrire, et il y a la partie évaluation du service social, de l'infirmière scolaire, de la vie scolaire des fois. Enfin, souvent on essaie de croiser un peu les choses et de faire quelque chose d'assez complet quand c'est possible, et quand il y a la notion d'urgence est différente. Il y a une question de notion d'urgence aussi, s'il y a un besoin de protection immédiate, mais là on n'est pas dans une IP, on est sur un signalement au parquet. Mais, et donc voilà, la procédure est comme ça. Là où la question se pose dans le premier degré, c'est qu'effectivement les enseignants n'ont pas cet étayage autour d'eux pour avoir aussi cette explication de... on le sait, alors, enfin on le sait, oui, en tout cas quand on est travailleur social, on le sait, que dans une IP, des fois il y a non pas des mots-clés,
mais des choses qui permettent aussi d'accélérer des fois un peu la prise en charge, parce que le système de l'ASE est embolisé, il y a une autre commission d'enquête sur les sujets, enfin, ça fait un certain nombre d'années que c'est dans le sujet, et donc parfois, effectivement, quand on transmet une IP, il y a un délai légal d'enquête par la suite et de préconisation, mais qui, des fois, est largement dépassé, et la mise en œuvre des mesures préconisées, n'en parlons pas. Et parfois, effectivement, le fait d'être formé sur la question, de maîtriser un peu tous les tenants et aboutissants, ça permet des fois d'accélérer un peu les choses. Alors ça ne devrait pas être le cas, mais c'est un principe de réalité aujourd'hui. Donc voilà. Après, sur la question de qui écrit, pour moi, il y a la dimension d'une part de la personne qui recueille la parole, et après, la question de quand il y a un étayage autour, de pouvoir apporter aussi des éléments complémentaires, voire même de pouvoir recevoir à nouveau l'élève à plusieurs, quand c'est possible, enfin plusieurs, avec un personnel spécialisé. Mais là encore, c'est du travail de dentelle en fonction des situations et des éléments. Merci, Monsieur Kaufmann. Oui, je rejoins ce que dit Monsieur Castel sur le fait qu'il y a la notion d'urgence avec la protection extrêmement rapide et puis d'autres situations. Et effectivement, un écrit qui aura une portée, c'est un écrit qui aura été écrit à plusieurs. Et dans le second degré, on peut quand même arriver à avoir cette notion d'équipe. Je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui est très frustrant dans le quotidien et dont vous avez parlé, c'est la notion du retour d'informations. Mais il y a aussi une très grande vigilance à avoir sur le fait qu'il faut protéger les enfants aussi de ce qu'ils révèlent et de la connaissance des situations qu'ils vivent, qui n'ont pas à être connues par l'ensemble de la communauté éducative, y compris par des équipes enseignantes qui sont au courant, mais en fait à un moment donné ça ne sert pas, une fois que les choses sont que les situations sont traitées, qu'il y a des prises en charge, il y a aussi une question de confidentialité. Après, il y a ce qui a été dit est tout à fait juste, parfois le retour est très lent parce que la justice, si c'est la justice qui est saisie, il lui faut beaucoup de temps pour fonctionner. Je suppose que vous entendrez aussi les situations d'aide sociale à l'enfance, mais vu l'état de l'aide sociale à l'enfance en France, aujourd'hui dans les établissements scolaires, quand il y a des mesures d'accompagnement social, elles ne sont pas mises en place non pas par manque de volonté, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes autour. On a besoin de 30 000 éducateurs spécialisés, les écoles en forment 4 000. C'est cet étayage-là aussi dont l'école, au sens large, a besoin pour accompagner cette question de prise en charge. Et peut-être on dira un mot sur toutes les démarches de prévention qui sont des injonctions qui nous sont données et dans lesquelles qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Les collègues l'ont dit, les infirmières, les assistants sociaux, les psychologues de l'éducation nationale devraient pouvoir mettre en place des démarches de prévention dans les établissements scolaires, notamment sur le second degré. Elles ont une telle charge de travail quand les gens sont présents, que c'est cette démarche de prévention qui permettrait de justement faire en sorte que la parole puisse être accueillie et entendue. Tout ça, et malheureusement, sont des priorités affichées qui ne sont plus suffisamment exécutées dans les établissements scolaires. Merci. Madame Briot, allez-y. Oui, pour ma part, je voudrais mettre l'accent sur la première ligne que forment souvent les AED, les AESH, qui sont des personnels moins formés que les enseignants, dans le recueil de la première parole de l'élève. Et on sait à quel point ce moment est important et il conditionne toute la suite du traitement de la situation. Et c'est vrai qu'il nous semble important de mettre en œuvre une formation des personnels à ce recueil de la parole de l'élève. Et effectivement, comme on a entendu tout à l'heure, éviter d'avoir à faire répéter à l'élève ce qui lui est arrivé, une forme de respect en fait. Merci. Alors, Madame Messmer, pour votre question. D'abord, Monsieur Lalande, alors pour le même sujet. Allez-y. Oui, bon, j'ai l'impression qu'on s'est mis à traiter un peu de la violence plus générale et de la maltraitance en général. Donc, sur la question, y compris familiale, etc., là, ça nous renvoie à un autre sujet. Ça nous renvoie à la question effectivement du budget, des moyens, des personnels nécessaires pour recueillir la parole de l'élève. Il y a effectivement des corps qui sont spécialisés sur ces questions, les assistants sociaux, les infirmiers, les psy-UN, sans oublier les CPE, les AED.
Et je rajouterais les médecins scolaires, qui est un corps qui est en voie de quasiment d'extinction, hein, on les en sont dépecés. Moi, je rappelle que, par exemple, dans le premier degré, lorsqu'on veut constater des violences faites aux élèves, c'est le seul corps habilité à quand même ausculter les élèves et constater un certain nombre de choses. Et c'est un interlocuteur qui doit être privilégié sur ces cas-là. Voilà. Bon, donc il y a eu beaucoup sur les questions de violence, de harcèlement, etc. Aux élèves. Beaucoup de com'. Je pense au protocole phare, à tout ce qui avait été fait par le gouvernement sur les questions de harcèlement, etc. Beaucoup de com' et peu d'effets, puisque je rappelle qu'on est dans un budget d'austérité, que les postes sont réduits à peau de chagrin et qu'il y a des corps qui sont en sous-effectif notoire. Voilà. Merci, Madame Jasserin. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la question des moyens et sur la question de la communication du ministère. Il y a une très forte communication, mais dans les faits, en fait, ça ne retombe pas au niveau local. Donc, du coup, les équipes sont pas forcément en mesure de pouvoir se saisir des protocoles. Et c'est très important, en effet, que l'ensemble des personnels soient formés aux questions de recueil de la parole des victimes. Et je le dis parce que je pense que c'est vraiment important. Un enfant, comme au même titre qu'une victime adulte, ne ment pas. Hein. Les études montrent qu'il y a 2 à 6% de fausses dénonciations sur des violences sexuelles. Donc, en fait, quand un enfant parle de violences sexuelles, que ce soit à la maison ou sur un adulte à l'école, a priori, il y a quand même peu de chances que cet enfant mente. Je suis d'accord aussi sur ce qui a été dit sur les CRIP. Les CRIP sont complètement dépassés, donc en fait, on en arrive à un point où en fait, les situations sont difficilement prises en charge et il y en a beaucoup qui sont traités très tard. Et les IP, parce que on parle quand même des violences faites aux enfants à l'école. L'éducation nationale a d'autres responsabilités. Il y a en effet les CRIP qui doivent prendre en charge des choses, mais il y a des mesures qui peuvent être prises par les rectorats, par le ministère. Enfin, si c'est des adultes qui agissent sur les enfants, il y a quand même des mesures de protection qui peuvent être faites et qui doivent être faites à côté des CRIP. Enfin, voilà, le ministère et les rectorats souvent se dédouanent une fois que les choses sont faites sur d'autres ministères et sur d'autres administrations, alors qu'il y a une obligation légale de la part du ministère de réagir. Je vous remercie. Donc, Madame Marie Messmer, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Je vous ai écouté attentivement. Je suis d'accord avec, puisqu'on sort en effet de la commission d'enquête sur la protection de l'enfance, qu'il y a bien des problématiques de traitement des informations, de délai de ces traitements-là, de mise en place de mesures. D'ailleurs, des magistrats ont pour la première fois signalé qu'ils ne prenaient même plus des mesures de placement parce qu'ils savaient de toute façon qu'elles n'étaient pas appliquées. Donc la défenseur des droits s'est autosaisie, a fait une enquête sur plusieurs départements dernièrement. Néanmoins, il y a quand même des précisions à avoir sur la CRIP. On peut, elle n'est pas non plus lacunaire partout tout le temps et elle protège quand même. Et donc il y a quelques précisions à faire par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est qu'une information préoccupante doit être faite alors même qu'il y a un soupçon, pas uniquement de violences sexistes et sexuelles, de violences physiques, mais même de carences éducatives ou sur le développement de l'enfant. Et que les IP, donc c'est pour ça que je suis assez interrogée par ce que vous avez dit tout à l'heure, elles peuvent être anonymes. Il y a le droit de l'être. Les enfants eux-mêmes peuvent faire des informations préoccupantes. En tant qu'adulte, on peut juste, par exemple, donner notre téléphone, à contacter le 119 et donner le téléphone à l'enfant. Donc je ne comprends pas l'obligation qui vous est faite d'informer la famille, à part pour éviter, en effet, la crise derrière du parent surpris qui va être contacté, qui arrive devant les écoles et qui, en effet, peut provoquer des discussions, voire des comportements un peu désagréables. Mais par contre, en tant qu'adulte, en tant qu'individu, vous pouvez signaler de manière anonyme. Il faut que je finisse pour que vous puissiez... Voilà. Et ensuite, la différence entre les IP et les signalements est moindre, c'est juste un canal différent, mais à partir du moment où une IP arrive en CRIP et fait état de soupçons de violence sexuelle ou de violence physique sur un enfant,
la CRIP envoie directement l'article 40 elle-même au procureur. Donc quoi qu'il en soit, il est au courant, voire il est même doublement au courant si vous faites vous-même un article 40. Bon, du coup, j'ai 2 questions qui découlent une fois que j'ai fait ces précisions. Vous avez parlé de la culture de l'article 40, plutôt la non-culture de l'article 40, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que ce n'est pas quelque chose de commun. Néanmoins, j'ai l'impression, moi, pour avoir discuté avec quelques DAZN, qu'eux ne connaissent que ça et méconnaissent les autres canaux, c'est-à-dire CRIP ou 119. Donc, je voulais savoir s'il y avait une culture, en tout cas des informations préoccupantes, différente de la culture de l'article 40 et comment vous jaugerez l'un et l'autre. Et si jamais vos collègues, faites des informations préoccupantes, vous allez plus facilement vers les CRIP, qui sont départementales, et du coup pas les mêmes selon vos UD, ou est-ce que vous le faites via le 119, qui pour le coup est commun. Ensuite, normalement, la loi demande aussi à ce que le signalant ait un retour sur son signalement, justement. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je me demande juste, est-ce que si vous y avez réellement des retours, est-ce que vous pensez que ça changerait la donne avec les collègues? Est-ce qu'ils feraient plus de signalements? Je ne suis pas non plus certaine de ça. Et enfin, j'ai une question, et c'est aussi une des perspectives que, en tout cas, mon groupe se donne depuis la commission d'enquête, c'est que pour nous, tous les secteurs qui concernent la protection de l'enfance doivent pouvoir bénéficier de travailleurs sociaux formés à la protection de l'enfance. Et l'éducation nationale, c'est quand même le 2e grand lieu de socialisation, là où on trouve le plus d'enfants, sauf à me tromper, en dehors des familles. Donc, moi, je propose 2 choses, c'est de mettre notamment des éducateurs spécialisés dans l'éducation nationale, en même temps que les services sociaux, auprès de leurs collègues assistants de services sociaux qui ont beaucoup de choses à faire. Et donc, peut-être que ce travailleur social-là pourrait être un peu un référent dans évaluer, observer et recevoir la parole, faire le lien avec les DAZN et la protection de l'enfance, connaître les procédures, faire des formations, enfin se préoccuper uniquement de la protection de l'enfance et de ses missions. Ou alors peut-être voir un responsable protection de l'enfance auprès du DAZN, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus, comme on aimerait aussi un responsable protection de l'enfance auprès du préfet, parce que c'est une politique quand même de l'État et qui permettrait de coordonner. Il y a aujourd'hui des conseils départementaux de la protection de l'enfance, des comités de pilotage protection de l'enfance au niveau des départements et un national. Il y a l'ARS, la MDPH, des structures dedans, il n'y a pas l'éducation nationale. Donc voilà, c'est une réflexion comme ça, je pense que pourtant... la majeure partie des enfants se trouvent, encore une fois, je dis, dans vos écoles. Je vous remercie. Allez-y pour le SNALC. Merci. Alors, je vais faire vite. Je vais vous envoyer mon document. Il y a reçu hier, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, je vous laisserai juger sur pièce. Est-ce que les DAZN ont une culture autre que l'IP ou l'article 40? Je doute fortement. Je peux me tromper. Il y a certainement des gens plus formés de par leur caractère, mais c'est dans la formation initiale. Déjà, une formation sur le statut de fonctionnaire, sur les droits et obligations de base du statut de fonctionnaire, c'est apparu uniquement dans la dernière réforme MEF. Avant, il n'y avait rien du tout, donc on n'en est même pas à l'article 40. Tout à l'heure, on a parlé des informations qui devaient ne pas circuler entre collègues. On a une obligation à la discrétion professionnelle, voire au secret professionnel, qui est précise, qui existe depuis très longtemps dans le statut. Quasiment personne ne le sait. Donc il y a déjà, moi je travaille en milieu hospitalier, il y a un certain nombre de choses, mes collègues me disent est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut dire ça? Mais oui, il y a déjà des textes qui régissent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais faut-il encore le savoir et aller les regarder? Voilà. La question, alors moi, mon syndicat ne saurait pas répondre sur la pertinence des travailleurs sociaux, très honnêtement, plutôt que de vous dire une nannerie. Ce qui me semble évident par expérience, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant que militant, que sur le poste où j'exerce à l'hôpital, c'est qu'on a un vrai souci donc avec l'ASE, comme tout le monde l'a relevé, mais aussi avec la justice. Par rapport au retour, vous avez relevé à juste titre que les IP, c'est pas seulement sur les violences physiques ou sexuelles, on est d'accord. On a énormément d'enfants que nous, on signale dans le premier degré sur des carences de soins, des enfants qui auraient besoin de voir un orthophoniste, des enfants qui n'ont pas de lunettes, ils sont en CP, ils voient pas le cahier qu'ils ont sous le nez. C'est des choses que les collègues relèvent, qui les mettent d'ailleurs en grande difficulté sur le plan de leur travail en classe de la pédagogie. Le fait de ne pas avoir de retour, si vous voulez, c'est que les collègues finissent par se décourager, de se dire on a des gamins, lorsqu'à la réalité, dès 6-7 ans, elle est déjà très très mal engagée. Mais finalement, quoi qu'on signale, il ne se passe rien, ou très longtemps après, on n'a pas de retour, on ne sait pas si on a bien agi ou pas. Et juste pour finir sur ce qu'ont dit certains collègues sur le fait de recueillir la parole de l'enfant et de ne pas faire n'importe quoi,
on peut effectivement de bonne foi faire n'importe quoi quand on est enseignant. Enfin, moi, je ne suis pas certain de savoir correctement recueillir la parole de l'enfant, parce que c'est quand même spécifique. Certains métiers ont une formation là-dessus. Je pense aux enquêteurs, police, gendarmerie. Normalement, il y a des cellules où ils sont spécialisés et ils sont encadrés. Nous, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas. Alors, on ne peut pas tout voir en formation initiale, mais peut-être que dans la formation continue éducation nationale, on pourrait avoir un minimum au moins d'informations, sans prétendre faire le métier d'autres secteurs, pour déjà éviter de faire des grosses boulettes. Parce qu'on peut avoir un doute sur un enfant qui a besoin de lunettes, on peut se dire, bon, peut-être ça, on ne l'a pas signalé, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais quand un enfant vient raconter des violences sexuelles ou des coups, il ne faut pas qu'on se rate. Et on peut se rater parce qu'on ne sait pas, on est débutant. Moi, je l'ai vécu sur mon premier stage, une enfant qui arrivait avec un coup au visage, et j'étais en panique, c'était mon 2e jour dans une classe. Je fais quoi? Le directeur n'est pas là, je le remplace parce que justement, je suis sur son poste. Heureusement, mes collègues l'ont appelé, on m'a envoyé le médecin scolaire qui a immédiatement examiné l'enfant, qui a fait ce qu'il fallait. Mais très honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, c'était mon 2e jour dans une classe. Voilà. Donc les collègues, ils peuvent aussi parfois passer à côté de choses de toute bonne foi parce qu'ils sont perdus, quoi. Je vous remercie. Monsieur Castel. Je commence par ce que j'avais noté. Effectivement, j'avais noté par rapport à la question de la parole de l'enfant et de comment on l'apprend. Je voulais rappeler, mais ça a été fait entre-temps, que notre rôle à l'éducation nationale en tant que professionnel et personnel, c'est pas de jauger la véracité de ce que l'enfant nous dit ou pas, c'est bien de faire remonter les éléments d'inquiétude pour qu'ensuite il y ait le travail d'évaluation, d'enquête par d'autres acteurs qui puissent se faire. Et donc je pense que ça, il faut aussi qu'on puisse informer, former, sensibiliser les professionnels de l'éducation nationale sur ce sujet-là, parce qu'il y a souvent cette interrogation-là, de se dire est-ce que ce qui a été dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai envie de dire finalement, peu importe. Peu importe, nous, notre travail, c'est un enfant, il révèle des choses, on transmet pour qu'il puisse être protégé si nécessaire. Et après, ça ne nous appartient pas sur les suites. Plusieurs choses sur les questions posées. Je vais commencer par la fin, sur la question des... Enfin, la fin, je ne sais plus si c'était la toute dernière question, mais une des dernières, sur la question des travailleurs sociaux et des éducateurs spécialisés au niveau des établissements, où moi j'ai envie de dire, nous on n'a pas de revendication par rapport à ça au niveau de la FSU sur les éducateurs spécialisés. En revanche, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est qu'il puisse y avoir, encore une fois, ces équipes pluriprofessionnelles complètes partout, qu'il puisse y avoir un service social dans le premier degré. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a 2700 assistantes sociales à peu près pour l'ensemble de l'éducation nationale. Donc de fait, c'est lacunaire. On est à 7800 infirmières. Les médecins scolaires, je ne sais même plus, parce que entre les postes officiels et les postes occupés, je crois qu'on est autour de 500, 5 ou 600. Et donc il y a j'ai envie de dire, d'abord, commençons par faire en sorte que les professionnels et les personnels présents puissent être présents totalement à temps plein dans les établissements, y compris dans le premier degré, parce qu'il y a des réels besoins. Sur la question du retour suite aux IP, aux signalements, enfin aux IP notamment, moi dans mon département ça existe, on a des retours, effectivement c'est prévu normalement par les protocoles, mais c'est appliqué de manière très hétérogène. Ça existe, il m'est arrivé d'avoir ce qu'on appelle des fiches navettes de retour. Très honnêtement, ça ne m'est pas arrivé très souvent. Souvent, le retour est très lacunaire. Voilà, on sait qu'il y a telle chose, que ça a été pris en charge par la circonscription d'action sociale ou par un autre acteur, sans pour autant rentrer dans les détails. Après, on est toujours sur cette difficulté de, à la fois, je pense, moi, l'essentiel, c'est de rassurer le signalant sur le fait que la situation est bien prise en charge, qu'il y a l'évaluation des mesures qui sont mises en place, sans forcément rentrer non plus totalement dans le détail, parce qu'il y a toujours cette difficulté de comment on articule les informations nécessaires au sein de l'établissement scolaire, par exemple, sur les mesures qui peuvent exister autour de la vie de l'élève, et le respect de la vie privée aussi, le fait de ne pas non plus avoir uniquement ce prisme d'entrée. Donc il y a un équilibre à trouver, mais sur les fiches navettes, oui, ça existe, mais ça reste appliqué de manière très très parcellaire. Et je vais essayer de ne pas faire trop long, mais sur le 119, la question des informations préoccupantes du 119, alors c'est une question qui se pose, nous, dans nos services, des fois, où quand les informations préoccupantes, on voit bien que c'est un peu bloqué pour différentes raisons. On a des collègues qui, des fois, se sont interrogés pour savoir si, après tout, je vais appeler le 119. Je peux, voilà. Avec toujours cette difficulté qui est qu'on est fonctionnaire d'État, qu'on veut poser un acte professionnel et que le 119, on bascule sur le versant moins professionnel. Donc il y a toujours ce questionnement.
on n'a pas d'avis tranché. Néanmoins, on pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner du souffle à l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, et je le dis au sens large, hein, pas uniquement les CRIP ou les institutions de l'ASE, hein, mais également aux circonscriptions d'action sociale, la pédopsychiatrie, enfin, on pourrait élargir, où pour nous, il y a des vrais sujets. Et j'avais noté une dernière chose, oui, sur la question au niveau des DAZEN et de, effectivement, cette culture article 40, IP, protection de l'enfance, qui est effectivement souvent assez méconnue, hein, dans les retours que j'en ai, où aujourd'hui, au niveau des DAZEN, il y a des conseillers techniques de services sociaux notamment, mais aussi des conseillers techniques infirmières et médecins scolaires qui existent, qui sont aussi là pour amener des éléments. C'est souvent, la conseillère technique de services sociaux est souvent l'interlocutrice, alors je féminise parce que c'est essentiellement des femmes, souvent est l'interlocutrice de la CRIP dans les échanges qu'il y a entre la DSDN et la CRIP, sur les cellules qui peuvent exister au niveau départemental. C'est aussi quand l'éducation nationale prend sa place, c'est souvent la conseillère technique qui est envoyée, mais pas toujours. La réalité, c'est aussi qu'on a surchargé la barque de ces personnels, puisque elles sont longtemps intervenues sur les questions de harcèlement, ça existe encore, de décrochage. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, et fait qu'à un moment donné, les journées elles font que 24 heures, et que c'est difficile de tout suivre, et surtout de le porter de manière centrale. Donc il y a quand même cette question de moyens qui est réelle pour nous. Je vous remercie. Madame Fromont. Oui, pour rejoindre un peu ce que vient de dire le collègue, la question du vocabulaire, on en a parlé à la fois dans ce qu'on peut écrire, mais aussi dans savoir ce que c'est un signalement. Par rapport au retour, justement, on a des collègues, ils ne cherchent pas à savoir si la situation a été solutionnée, ils cherchent surtout à savoir si ça a bien été pris en charge. Parce que c'est vraiment cette notion-là d'utilité d'avoir fait ce signalement, parce que c'est difficile, et on l'a dit tout à l'heure, émotionnellement, de faire quelque chose, et d'avoir ce retour, c'est surtout par rapport à ça. Est-ce que ça a bien été pris en charge? Quelque part, d'une reconnaissance de l'acte en lui-même. Concernant les moyens d'information, se pose la question surtout de la posture professionnelle, c'est-à-dire quand on agit en tant que quoi? On parlait de l'article 40 par rapport à une information préoccupante. On ne connaît pas bien les procédures. Du coup, on ne sait pas se positionner si on agit en tant que citoyen, on l'a dit tout à l'heure, ou si on agit en tant que professionnel qui encadre des enfants et à ce titre se doit de faire des signalements. Et c'est bien en ça, et on va revenir à ce qu'on a dit dès le début, sur les formations de vocabulaire, de procédures, des acteurs qu'on peut solliciter, des personnes ressources, et c'est bien en ça qu'on va pouvoir évoluer et avancer sur cette problématique. Pardon. Je vous remercie, Monsieur Lalande. Oui, moi je vais juste répondre à une partie de la question sur, vous avez évoqué la pertinence de mettre des éducateurs spécialisés pour aller en appoint. Donc nous, on ne pense pas que ce soit pertinent. Les éducateurs spécialisés, on en a besoin. Et il y a un manque criant dans les établissements sociaux, médico-sociaux, type IME, IMPRO, ITEP. Et justement, on est en train, de notre point de vue, de dépecer ces établissements et d'envoyer les éducateurs spécialisés, notamment à travers la mise en place des pôles d'appui à la scolarité vers l'éducation nationale, il y a une collusion qui ne nous convient pas. Je rappelle que pour, encore une fois, recueillir la parole, évaluer, observer, comme vous l'avez dit, la question des violences, des maltraitances, il y a des personnels tout à fait adaptés à l'éducation nationale, que ce soit les psy-EN, les assistants sociaux, c'est leur mission, les infirmiers, et encore une fois, les médecins scolaires. Le problème, pour pouvoir traiter ces questions, c'est bien de remettre en place les contingents de personnel nécessaires pour pouvoir effectuer correctement ces missions. Ces personnels, encore une fois, sont en nombre tout à fait insuffisant. Les médecins, on en parlait, sont 600, alors que budgétés, je ne parle pas des besoins, je parle de budgétés, il y en a 1500. Donc il y a la médecine scolaire, c'est un vrai problème. Merci, Monsieur Bonnet. Alors, sur la partie information préoccupante, il y a une vraie culture de l'IP qu'on a vu se développer. Ça a pris un peu de temps, mais notamment dans le premier degré. On a un petit peu dit ça, mais pas forcément du 119 par contre. Le fait que ça a été dit, mais le fait que le 119 peut être un outil efficace,
rapide pour faire un signalement d'une situation, ou un signalement entre guillemets, pour communiquer une information qu'on a en tant que professionnel, c'est peut-être pas dans les esprits, ça peut être un point de travail. Sur l'interaction entre le médico-social et l'éducation nationale, pour nous, il y a de très nombreux cas où c'est nécessaire. Pour le coup, on appuie la mise en place des passes qui me semble indispensable pour débloquer un certain nombre de situations liées à l'école inclusive. Donc, voilà, je tiens à faire cette précision, mais parce que justement, c'est un lieu d'interaction entre des professionnels qui ont des formations, des approches différentes, mais dont les sujets sont les mêmes, là, effectivement, comme le disait Laurent tout à l'heure. On scolarise en tant que système éducatif la totalité d'une classe d'âge. On est aussi un lieu où ce travail-là peut avoir lieu. Peut-être que Laurent, tu voulais... Excuse-moi, Non, ça revient. On pense au niveau de la CFDT éducation et de la CFDT tout court. Encore une fois, c'est quel projet pour la jeunesse, sachant qu'aujourd'hui, on sait que dans notre société, mais dans toutes les sociétés, il y a de la violence sur les enfants. Et donc, pendant très longtemps, on n'avait même pas des données statistiques. Aujourd'hui, on les a. À partir du moment où on les a, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans nos espaces professionnels propres, institutions scolaires et tout le péri-éducatif avec lequel l'école a absolument besoin de travailler, c'est quel projet pour la jeunesse, quel projet éducatif de territoire, puisque c'est un maillage qui doit se construire. Et donc, ça revient à de la formation initiale, à de la formation continuée. On insiste beaucoup là-dessus à la CFDT, c'est-à-dire que tout ne va pas se résoudre sur la première année ou la deuxième année de formation de l'ensemble des professionnels. On ne peut pas demander aux enseignants forcément de s'intéresser à la question de la protection de l'enfance quand ils apprennent leur métier, enfin qu'ils vont passer un concours. Mais la formation continuée et la formation continue et la démarche pluriprofessionnelle sur ces sujets. La France s'inspirera de choses qui sont faites ailleurs beaucoup mieux. Le Québec a pris beaucoup d'avance, par exemple, sur ces questions-là. Enfin, c'est possible de le faire, mais ça demande une volonté politique et des moyens. Et après, on l'a tous dit avec nos mots, on souffre au quotidien dans les établissements scolaires du manque de personnel pour pouvoir faire nos métiers dans nos spécialités et faire nos métiers ensemble. Et c'est ça qui permettra de trouver des réponses. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, allez-y, je vous en prie, madame. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute manière, il y a une culture de l'IP, on va dire, qui est beaucoup plus importante au sein du ministère. Alors, j'ai plus exactement la chronologie, mais il me semble quand même que les IP ont justement été un peu créés pour justement pour pouvoir prendre en charge des choses avant l'article 40. Donc, en fait, on nous pousse plus facilement à faire des IP. Et parfois dans des situations qui ne sont pas des informations préoccupantes. Après, sur la dimension anonyme, à la fois je suis d'accord avec vous, mais en réalité, une IP, avec les faits qui sont décrits, on peut quand même facilement reconnaître qui peut les faire. Enfin, surtout nous, en tant que personnel de l'éducation, en fait, si... un enseignant ou une enseignante en école primaire, a priori, c'est la première personne à qui un enfant va parler. Enfin, on va dire qu'on peut estimer qu'il y a 3 ou 4 personnes qui potentiellement peuvent avoir parlé, mais c'est quand même assez évident de pouvoir retrouver qui a fait cette information préoccupante. Et c'est évident que, quoi qu'il en soit, il faut absolument et impérativement faire des recrutements de personnels médico-sociaux, faire en sorte que les personnes qui recueillent la parole soient formées et qui ne subissent pas de répression. Et aussi à Sud Éducation, alors sur les éducateurs et éducatrices spécialisés au sein des établissements, à Sud Éducation, on est pour que les AED aient un statut proche justement des éducateurs et éducatrices scolaires et qu'il y ait une professionnalisation et une formation. C'est des personnels qui sont en contact direct avec les enfants, qui peuvent discuter avec elles et eux et qui sont du coup tout à fait en mesure de pouvoir recueillir la parole s'ils sont formés correctement. Et après, c'est vrai que je vous rejoins sur la manière dont... Voilà, enfin, l'école, c'est l'endroit où il y a le plus d'enfants et c'est aussi l'endroit où on leur apprend à faire société. Donc, si on ne les protège pas, on leur dit aussi quand même quelque chose derrière. Donc, c'est quand même important de prendre en charge ce sujet-là, quoi.
Bien, je vous remercie. Nous allons clore donc la discussion. Nous tenions tous les trois, et Madame Spilbou s'excuse d'être partie un peu plus tôt, nous tenions vraiment à vous remercier d'être venu, d'abord d'avoir été réactif, et puis d'être venu si vite et d'avoir eu des propos aussi très sincères. En tout cas, ça a été très utile. Merci beaucoup.